Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne où on parle de l'astronomie pratique et de la pratique de l'astronomie. Dans l'épisode de la semaine dernière, on a parlé d'un petit accessoire, le trépied. La semaine prochaine, on parlera d'un autre accessoire très important, à savoir des objectifs. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui se place entre les deux, donc entre le trépied et l'objectif, à savoir l'appareil photo. Alors sans plus tarder, générique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'appareil photo numérique, voici un petit diaporama qui vous donne déjà un avant-goût de ce qu'on peut faire avec un appareil photo. Donc c'est parti. Alors bien sûr, avec un appareil photo, on peut faire beaucoup plus de choses. Outre les photos de la Voie lactée, de la Lune ou des constellations, on peut très bien faire des time-lapse, des circumpolars et bien d'autres photos sympathiques. Et évidemment, quand on monte sur ce genre d'appareil photo sur une lunette ou un télescope, là les possibilités sont infinies. Alors, les APN, appareils photo numériques, il en existe trois sortes. Donc, on a d'abord les appareils photo compacts. Après, on a les appareils photo réflexes. C'est le cas de celui-ci. On parle d'un appareil photo réflexe quand le viseur permet de regarder directement ce que voit la lumière qui entre par l'objectif. Donc là, il y a un miroir qui va détourner une partie de la lumière qui entre par l'objectif et de l'envoyer vers le petit viseur. Et il existe une troisième catégorie, ce sont les appareils photo hybrides. Alors eux, c'est des hybrides parce que ils ressemblent aux appareils photo réflexes, sauf que ils n'ont pas de miroir. Et du coup, pour ceux qui ont un viseur, derrière il y a un petit écran LCD qui renvoie l'image captée par le capteur. Donc voilà la différence fondamentale entre un réflexe et un hybride. Et pour ce qui est des appareils photo compacts, la différence avec les réflexes ou les hybrides, c'est qu'on ne peut pas changer
d'objectif. Alors que sur celui-ci, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, d'enlever l'objectif et d'en placer un autre. Et au passage, donc ici on voit le fameux miroir à 45 degrés. Donc, en allumant l'appareil photo et en passant au mode Live View, vous allez voir le miroir remonter. Donc voilà, là, le miroir il est remonté. Donc là on voit le capteur de l'appareil photo. Et sur l'écran, voilà, on a donc l'image vue par le capteur. Forcément sans objectif, il n'y a pas grand chose. Et donc c'était ce petit bouton qui permet de commuter entre le live view, donc l'affichage sur l'écran, et l'affichage dans le viseur. Alors, au niveau des appareils photo, on a un certain nombre de caractéristiques qui vont nous intéresser pour faire de la photo astronomique, donc de la photo de nuit. La première caractéristique, on a vu le capteur. Donc, ce sont donc les données en rapport avec le capteur. La première caractéristique qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment le nombre de mégapixels. Alors, on se dit, plus il y a de mégapixels, et mieux c'est. Ce qui n'est pas totalement faux, mais en astrophoto, c'est pas la caractéristique qui va nous intéresser le plus. Le nombre de pixels, ça définit la résolution de l'image, mais en astrophoto, ce qui prime avant tout, c'est la lumière. Et dans la prise de vue de photos de nuit, à moins de photographier la Lune, généralement on aura très peu de lumière. Donc ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est la sensibilité du capteur. Et donc ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y a 3 types de formats. Enfin, non, on a tout plein, mais bon, voilà, donc on a le micro 4 tiers, qu'on retrouve souvent dans les appareils photo compacts. On a au niveau des réflexes 2 autres formats. Donc l'APS-C, c'est le cas de ce capteur-là, et le full frame, le plein format. Le plein format, c'est 24 mm par 36 mm. Donc ça, c'est la taille du capteur. Et donc, ça définit la zone sensible qui va capter l'image. Alors, bien sûr, cette grosse zone, enfin, grosse ou petite, hein, sur un compact, la zone est petite, et sur un full frame, elle est grande. Quoi qu'il en soit, donc, elle sera découpée en petits carrés, petites cellules sensibles à la lumière, les photocytes. Et plus il y a de ces photocytes, plus la résolution va grimper. Mais plus ces pixels seront petits, moins ils seront sensibles à la lumière. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des appareils photo qui ont beaucoup moins de pixels que celui-ci, 20 millions, celui-ci a 20 millions de pixels. Donc, il y a des appareils photo qui ont 6 millions de pixels. Mais en contrepartie, ils auront des pixels plus gros, et donc, du coup ils seront potentiellement plus sensibles à la lumière. Après, évidemment, donc, il y a l'électronique qui joue aussi. Et donc les nouvelles générations d'appareils photo sont beaucoup plus sensibles que les anciennes générations. Voilà. Donc, autrefois, voilà, un appareil photo qui montait à 6400 ISO, c'était déjà voilà, une sensibilité de folie, puisque donc, à l'époque où on avait des appareils photo avec des pellicules photo, la sensibilité était de 100 ISO, 200 ISO ou 400 ISO. Donc, quand les appareils photo numériques sont arrivés, et progressivement, donc, quand les ISO sont montés donc, à 1600 ISO, 3200, 6002, voilà,
la sensibilité a progressé et continue de progresser. Celui-là il est à 25 000 ISO. Et aujourd'hui, on trouve des appareils photo qui montent jusqu'à 100 000 ISO, notamment les Sony. Alors, puisque je parle de Sony, on va parler un petit peu des marques. En fait, la marque elle a peu d'importance, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie des appareils photo utilisés en astronomie sont quand même majoritairement des Canon. Et ça, c'est important parce que donc derrière, il y a tout un écosystème d'accessoires spécifiques à l'astrophoto. Et donc, on les trouvera plus facilement pour des Canon que pour d'autres marques. Une deuxième marque qui est incontournable, c'est Sony. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Sony A7S, mais en astrophoto, voilà, c'est un hybride qui est vraiment excellent, qui donne d'excellents résultats. Et enfin, on trouve donc une troisième marque, c'est Nikon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, si on va vers d'autres marques de photos, donc, par exemple pour monter un appareil photo sur un télescope ou sur une lunette, il va falloir mettre à la place de l'objectif des bacs T2 et des bacs et des convertisseurs T2 vers l'appareil photo. Par exemple, dans le cas des Canon, donc, T2 EOS. Et ces adaptateurs, ils n'existent pas pour tous les formats. Ou du moins, voilà, pour certaines marques, ils seront plus compliqués à trouver. Voilà. Après, en astrophoto, un autre point à considérer, c'est devant le capteur, que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un filtre qui enlève donc tous les infrarouges et une partie des UV. En astrophoto, dans le proche infrarouge, on a donc l'arrêt de l'hydrogène. Et donc c'est un rouge très sombre et souvent sur les appareils photo classiques, cette raie elle passe pas. Donc, du coup les photos manquent de rouge. Et donc on peut trouver des appareils photo qui sont dits défiltrés. Donc en fait le filtre qui est devant le capteur a été enlevé et est souvent remplacé par un autre filtre qui lui laisse passer le proche infrarouge. Enfin, typiquement qui va le couper l'infrarouge, mais qui va laisser passer les longueurs d'onde visibles qui sont proches de l'infrarouge, et donc la fameuse raie H alpha. H alpha, donc l'hydrogène, et la plupart des nébuleuses, voilà, l'hydrogène c'est quand même le constituant majeur de l'univers. Donc, il est important de pouvoir capter la lumière qu'il émet. Donc ça, c'était sur la petite parenthèse sur les appareils photo filtrés, défiltrés. Donc voilà, celui-là, il n'est pas défiltré, mais vous pouvez donc très bien donc, le défiltrer, ça se fait. Et vous pouvez vous acheter donc un appareil photo qui a déjà été défiltré. En général, c'est une manipulation qu'on fait une fois que la garantie de l'appareil photo est périmée. Parce que forcément, si on défiltre l'appareil photo, on perd la garantie constructeur. Dans tout petit détail. Alors, on a parlé du viseur. Et donc, ce petit truc-là, pour rendre l'observation plus confortable, ça s'appelle un œilleton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, elle n'entre pas que par l'objectif, elle peut aussi rentrer par l'œilleton. Donc en astrophoto, forcément pour éviter toute lumière parasite, la première chose qu'on va faire, c'est de bloquer l'entrée de la lumière par le viseur. Donc pour ça,
tire vers le haut le petit horizon. Et sur la lanière de l'appareil photo, il y a toujours ce petit truc là. Donc si vous ne saviez pas à quoi ça sert, et ben, sachez que justement ça sert à se mettre ici. Hop. Donc ça sert à bloquer l'entrée de la lumière dans le viseur. Donc la nuit, quand on fait des photos, pour ceux qui ont un appareil photo avec le mode Live View, la visualisation sur écran, donc on va toujours utiliser ce mode de visualisation et on va toujours mettre le petit cache pour éviter toute lumière parasite. Après, si on regarde, voilà, avant de parler des différents boutons et des différents réglages, des différents modes, on va continuer un petit peu le tour de l'appareil photo. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que voilà, souvent, on trouve un petit compartiment où on peut brancher un certain nombre d'accessoires. Nous, voilà, l'accessoire qui va nous intéresser, c'est l'intervallomètre. Alors, il y a des appareils photo comme le Canon 5D, voilà, qui ont donc un intervallomètre intégré. Pareil sur ce 200D qui n'en a pas, on peut changer le firmware de l'appareil photo, installer donc, ce qu'on appelle un Magic Lantern et du coup avoir donc, la fonction d'intervallomètre intégrée à l'appareil photo. Mais là encore, il est encore sous garantie et ce genre d'opération fait sauter la garantie. Et de temps en temps, voilà, le remplacement de firmware peut mal se passer et vous pouvez flinguer votre appareil photo. Donc voilà, installer le Magic Lantern, c'est avoir risque et péril. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser un intervallomètre extérieur. Et donc l'intervallomètre, il ne sert pas uniquement à faire des timelapses, puisque donc en astrophoto, on verra, mais on ne fait pas une photo, mais on fait des séries de photos. Et donc l'appareil photo a toujours un petit mode qui permet de déclencher quelques photos, voire une dizaine de photos. Mais en astrophoto, on va essayer de faire un minimum de 30 photos, voire plus. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Et donc, au lieu de faire ces séquences à la main, voilà, un intervallomètre permettra de régler ce genre de choses. Pour avoir les séquences exactement comme on veut. Donc, avec le temps de pause qu'on veut, avec l'intervalle entre chaque pause qu'on veut, et ainsi de suite. Et le nombre de pauses qu'on veut. Après, si on continue notre petit tour de l'appareil photo, donc ici on a un compartiment dans lequel on aura donc, la batterie et la carte mémoire. Alors, au niveau de la carte mémoire, sa contenance, voilà, on n'a pas besoin d'une carte avec 254 gigabits. La plupart du temps, j'utilise celle-là, 64 gigas. Et voilà, en une nuit, je ne la remplis jamais. À moins de faire des timelapses qui durent longtemps. C'est pas pareil, c'est pas la taille de la carte mémoire qui va compter, mais plutôt la vitesse à laquelle on peut écrire dessus. Alors en astrophoto classique, on va faire de la pose longue. La vitesse d'écriture, pareil, n'est pas un problème. Mais si jamais vous voulez faire des photos genre transit de l'ISS devant le soleil ou la lune, là la vitesse d'écriture va importer. Puisque donc, du coup, plus la vitesse d'écriture sera rapide, moins rapidement vous allez saturer le buffer de l'appareil photo. Et voilà,
plus vous pourrez déclencher de séquences derrière. Donc ça a sa petite importance. En parlant de batterie, donc ce qui est important, c'est que donc justement on puisse accéder au compartiment pour la remplacer. Si je prends le support, ce support là, qui n'est pas le support qui va avec ce trépied, mais avec un autre trépied. Donc comme je l'ai déjà évoqué dans le précédent épisode, si je le monte ici, je ne peux pas ouvrir suffisamment le compartiment à pile pour mettre la batterie. C'est pour ça que voilà, donc j'ai un deuxième support qui est plus petit, moins large, et qui permet d'ouvrir la trappe complètement pour accéder la nuit au remplacement de la batterie sans avoir à enlever l'appareil photo du trépied. Alors, les batteries, il faut toujours en avoir une de rechange. Tant qu'à faire, utiliser une batterie originale. Vous pouvez utiliser des sous-marques, je le fais, mais forcément elles sont moins fiables et donc du coup c'est à vos risques et périls. De batterie, bon, de temps en temps il peut y avoir des petits soucis et votre appareil photo peut en prendre un coup. Donc ça c'est les photographes professionnels qui recommandent les batteries d'origine, même si ça coûte 4 fois plus cher qu'une batterie générique. Mais bon, voilà. On fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on peut. Et donc à la place de ces batteries, très souvent, surtout pour les time-lapse et pour les photos d'hiver, voilà. Parce que, donc avec le froid, les batteries durent beaucoup moins longtemps que quand il fait chaud. Et donc j'utilise ça. Alors, c'est une fausse batterie. Ici, j'ai un petit convertisseur, donc 5 volts vers 7,8 volts. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 7,6 volts, qui est donc la tension qui va bien pour cet appareil photo. Et du coup, soit avec un power tank, soit avec une batterie pour relancer les voitures, un booster de batterie pour voiture. Voilà. Donc il y a toujours une sortie 5 volts, 2 ampères pour un peu de puissance. Donc pour les power bank, voilà. Donc, il y a ceux qui sont en 1 ampère et ceux qui sont en 2 ampères. Il faut utiliser toujours la sortie la plus puissante, puisque donc voilà, le petit convertisseur pour augmenter la tension, il aura besoin d'être suffisamment alimenté en courant. Donc voilà, ça c'est des petits accessoires qui permettent de pallier au problème de remplacement de batterie en cours de séance d'astrophoto. Et donc, un dernier petit détail concernant cette batterie. Donc évidemment, si on met cette batterie ici, il y a un câble. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a une petite encoche qui s'enlève et qui permet donc, du coup d'alimenter l'appareil photo par cette fameuse fausse batterie alimentée soit sur secteur, soit sur les powerbanks, soit sur les boosters de voiture. Alors, au début, quand on va commencer l'astrophoto à l'APN, on va faire simple. Donc on va prendre
l'objectif le plus lumineux dont on dispose et on va le mettre sur la plus courte focale. Celui-là c'est un 18-55. On va commencer par faire des photos en 18 mm parce que c'est beaucoup plus facile. Alors, plus tard on verra pourquoi, mais grosso modo ce qu'il faut savoir c'est qu'en astronomie, plus on augmente la focale, plus ce sera compliqué. Donc au début on va commencer petit avec la plus petite focale. Et par exemple pour prendre la Voie lactée, ça tombe bien, puisque donc la Voie lactée est dans le ciel, elle est immense, et donc on a besoin de la focale la plus courte possible pour avoir le plus grand angle d'observation et pour pouvoir justement donc la voir. Et après, tout doucement, une fois qu'on aura réussi à prendre la Voie lactée, on va rallonger la focale pour arriver à avoir des détails de plus en plus petits dans le ciel. Et un beau jour, donc si vous avez une lunette ou un télescope, vous serez tenté de monter ça sur votre lunette ou sur votre télescope. Et donc c'est là qu'on aura besoin d'un adaptateur, donc d'un côté EOS et de l'autre côté T2, pour pouvoir d'un côté donc le monter sur votre instrument et de l'autre côté sur votre appareil photo. Donc là c'est ma fameuse bague adaptatrice. Donc j'enlève l'objectif et je mets la fameuse bague. Pareil, il y a un petit repère point rouge, point rouge, donc ça donne une idée où on doit le positionner pour pouvoir verrouiller l'adaptateur. Et après derrière, forcément il faut encore des bagues adaptatrices, je vais y arriver. Donc là, alors, il en existe, donc celle-là c'est pour un coulant de 2 pouces. Et donc de ce côté-là, on a donc le format T2. Et donc ça se visse et on peut le mettre à la place d'un oculaire de 2 pouces dans par exemple ma lunette avec 80 ED. Et évidemment donc toutes les marques comme Orion, Skywatcher, ils ont donc les oculaires donc en 2 pouces ou en 1 pouce 1 quart. J'ai vissé la même bague en 1 pouce 1 quart en sortie et toujours T2 pour pouvoir se visser dans la bague T2 EOS. Et Celestron, ils font les choses un peu différemment. Donc du coup là on a un jeu d'adaptateurs. Donc cette fois-ci c'est le format Schmidt casse-grain de ce côté-là. Enfin, Schmidt casse-grain de ce côté-là et T2 de ce côté-là. Donc là pareil. Là j'ai le dispositif pour pouvoir monter l'appareil photo sur mon C8. Et donc c'est pour ça que la marque de l'appareil photo a son importance, puisque donc il y a des marques où on va trouver ces différents adaptateurs et il y a des marques où ce sera plus cher, où on aura carrément du mal à les trouver. Donc, là on est sur voilà, T2 vers EOS, c'est un accessoire qui est très courant. Pour 10 € on peut le trouver. C'est à savoir. Alors, pour avoir une image, il y a 3 choses qui entrent en ligne de compte. Donc c'est le temps d'exposition, la sensibilité du capteur et l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Alors tant que c'est un objectif, l'ouverture elle peut être réglée. Quand c'est une lunette ou un télescope, forcément l'ouverture de l'instrument, donc le rapport FD, le rapport de la focale divisé par le diamètre, on ne pourra pas jouer dessus. Le
rapport FD d'une lunette est fixe. Et le seul moyen de changer ce rapport FD, c'est de mettre soit un réducteur de focale, soit une lentille Barlow. Donc avec une Barlow, on va augmenter le rapport FD, puisque donc une Barlow va augmenter la focale. Donc, du coup, en augmentant la focale, on augmente le rapport FD. Et inversement, un réducteur de focale va permettre de réduire le rapport FD. Et ça, voilà, le rapport FD en astrophoto, c'est très important. En fait, si vous avez donc un rapport FD de 10, comme c'est le cas sur mon C8, ou un FD de 20, si vous mettez une Barlow de x2 sur un C8, là, pour avoir de la lumière sur le capteur, il va falloir être patient. Et inversement, si je prends mon petit objectif Tokina, qui lui peut être ouvert de f2 à f2.22, donc là l'ouverture, on va la régler dans les menus. Et bien forcément, donc à f2, la photo sera prise avec un maximum de lumière beaucoup plus rapidement qu'à f22. Donc ça, on va développer ce sujet plus tard. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, on a donc les instruments astro qui ont un rapport FD fixe, et on a les objectifs où on a donc un rapport FD réglable, donc soit par des bagues directement sur l'objectif, soit par les menus de l'appareil photo. Ça dépend si l'objectif est automatique ou s'il est 100% manuel. Ça, on en reparlera dans le prochain épisode qui parlera des objectifs. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc l'ouverture a son importance. Et le troisième paramètre, c'est les ISO. Si je récapitule, le triangle d'exposition, c'est ce qui va définir si on a du signal ou pas sur nos photos. Donc on a le temps de pose, les ISO et l'ouverture. Et donc il va falloir trouver la bonne combinaison pour arriver à capter suffisamment de lumière pour voir nos objets astronomiques sur nos photos. Et donc c'est là qu'on va parler des choses qui fâchent. Le mode automatique. On va parler de cette petite molette ici. Alors, malheureusement, le mode automatique, il va falloir en astrophoto l'oublier. En astrophoto, donc voilà, il y a tout plein de modes semi-assistés, même des modes qui sont assistés, et on a des modes qui sont semi-assistés, voire des modes totalement manuels. Donc c'est le fameux APS-M ou PAS-M selon les marques. Donc grosso modo, cette molette, il va falloir la mettre sur le mode manuel. Alors, juste une petite parenthèse sur ces différents modes. Donc APS-M ou PAS-AM. Ça c'est voilà, donc c'est le standard Nikon, évidemment, ou d'autres marques. Canon, forcément, eux, ils ont fait un peu différemment, donc ils ont nommé ces modes un peu différemment. Donc là, c'est le PTV-AV-M, mais grosso modo, ce que Canon appelle TV, c'est le mode S chez Nikon, et ce que le Canon appelle AV, c'est le A chez Nikon. Alors, on a donc le mode auto qu'il va falloir oublier. Après, on a donc le mode programme. Donc en fait, au niveau du mode auto, on ne peut rien choisir. On ne peut pas choisir ni le temps d'exposition, ni les ISO, ni l'ouverture. Donc si on passe dans le mode P, programme, là, on ne peut pas jouer sur le temps de pause, on ne peut pas jouer sur l'ouverture, mais on peut jouer sur les ISO. On a
déjà une petite marge de manœuvre. Et donc, en termes d'ISO, on aura tendance à monter dans les ISO. Après, on verra jusqu'où on monte. Monter dans les ISO, c'est pas sans conséquence, puisqu'on aura du bruit numérique. Ça, on en reparlera, mais voilà, grosso modo, sur cet appareil photo, je peux monter à 25 000 ISO, et en astrophoto, j'essaye de ne pas dépasser 1600. Alors, ça m'est arrivé de faire des photos à 25 000 ISO, mais voilà, je ne shoote pas à 100 ISO. Et généralement, j'essaye de faire des photos entre 800 et 1600 ISO. On en reparlera plus tard du pourquoi. Donc, le mode P va nous donner déjà une petite latitude, puisqu'on peut choisir ses ISO. Après, donc, on a le mode A ou le mode S, ou chez Canon, c'est le mode AV ou TV. Alors, le mode S, c'est le mode Speed, qu'on appelle aussi parfois Sport. Donc là, évidemment, on va favoriser la vitesse d'ouverture. Donc, du coup, on va jouer sur le temps de pause. Ce mode est intéressant puisque donc pour capter du photon, on a besoin des temps de pause qui sont suffisants pour collecter suffisamment de photons. Et par contre, donc ce temps, pareil, doit être. Alors si on a une monture motorisée, ça a moins d'importance, mais si on est sur trépied fixe, en fonction de la focale, il va falloir choisir donc le bon temps de pause. Sinon, on aura du filet d'étoiles. Donc nos photos seront moches. Ça, pareil, quand on abordera les photos de constellation ou de la Voie lactée, je vais détailler ce principe de calcul voilà, du bon temps de pause en fonction du capteur et de la luminosité ambiante et bien sûr de la focale. Parce que le temps et la focale sont liés. Donc voilà, donc le mode S chez Nikon ou le mode AV, c'est aperture value, ou le AV, A aperture, et V value. Et donc en fait le mode sport c'est TV, time value. Donc voilà, ce mode-là, on va pas l'utiliser. Donc le mode AV, donc aperture value. Donc là, c'est la priorité à l'ouverture. Alors la priorité sur l'ouverture, si on a donc un objectif, voilà, pour avoir une image équilibrée, litre sombre, litre lumineuse, voilà. Il va favoriser l'ouverture du diaphragme. En fait, ici, il y a une espèce de diaphragme qui s'ouvre, qui se ferme, et c'est ça qui permet de faire rentrer plus ou moins de lumière. Donc le mode AV ou le mode A chez Nikon, donc lui, il va jouer sur l'ouverture. Comme voilà, donc on lui impose l'ouverture qu'on veut, et c'est lui qui va se débrouiller pour les ISO et le temps d'exposition. C'est pour ça que ce mode ne va pas trop nous intéresser non plus. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive au mode M, le mode manuel, parce que donc là, dans le triangle d'exposition, on a la maîtrise totale des ISO, du temps de pause, et quand il s'agit d'un objectif, de l'ouverture. Évidemment, l'ouverture, quand on est sur un télescope ou une lunette, on s'en préoccupe moins puisque donc du coup elle est imposée par l'instrument ou les accessoires qu'on lui rajoute, la barre, le réducteur de focale. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'astrophoto, au final, voilà, si on est sur un instrument, les deux paramètres sur lesquels on va jouer, c'est le temps et les ISO. Alors les
ISO, donc comme j'ai dit, on va essayer de les fixer à une certaine valeur. Donc, moi pour cet appareil photo là, voilà, je fais soit du 800, soit du 1600. De temps en temps je monte un peu plus haut, mais bon, voilà, c'est un handicap bien précis. Quoi qu'il en soit, je ne monte jamais, ou le moins possible, à 25 000 ISO. On va détailler comment justement choisir ces différents paramètres, mais au final, bon voilà, il faut jouer avec 3 paramètres et quand on fait voilà l'ouverture, on la prend toujours la plus petite possible, à moins de chercher la petite bête dans le ciel, mais en général les objets dans le ciel sont un peu lumineux, mais ils ont une taille apparente suffisante. Donc on n'a pas besoin de faire, enfin voilà, il y a plein d'objets sympas à photographier avec des courtes focales, et donc avant d'aller courir à chercher donc les petits objets, vous verrez qu'on peut déjà s'éclater avec des grands objets. La galaxie du Triangle, la taille apparente de la Lune dans le ciel. La galaxie d'Andromède, elle est 6 fois plus grande. La nébuleuse d'Orion, elle a aussi une taille très conséquente. Donc voilà, il y a plein d'autres objets, les bus California ou les dentelles du cygne. Enfin, voilà, il y a tout plein d'objets qui ont une taille apparente dans le ciel qui est énorme et on n'a pas besoin de grosses focales. Donc vous verrez que même avec un appareil photo sur un trépied, on peut déjà bien s'amuser. Puis si on le met sur un trépied motorisé, genre monture télescopique, enfin pour télescope, là on peut s'amuser encore plus. On peut se faire aller un chieur. Voilà, on peut faire de belles choses, de très belles photos, rien qu'avec ça. Et c'est ce qu'on découvrira au fil des épisodes de cette petite série dédiée à l'astrophoto à l'APN. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, donc à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, pour justement parler des objectifs. Car là encore, plein de caractéristiques en rapport avec les objectifs. Et puis ça nous permettra d'approfondir un petit peu les notions d'angle, de focale, enfin de champ d'appareil, enfin champ de pose de vue, d'ouverture, de focale, enfin voilà, il y a plein de choses à dire sur ce thème-là. Donc, à la semaine prochaine. Ciao. Je n'ai pas parlé du format de prise de vue. Si on fait du JPEG ou du RAW. Qu'est-ce qu'est le format RAW? Rassurez-vous, on en reparlera quand le moment viendra. Pour l'instant, là, cet épisode était déjà assez dense comme ça. Donc, rassurez-vous. Le jour où on fera de la prise de vue, on en reparlera.